Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Ce 25 août 2014 sera célébrée la Journée nationale de la solidarité, une journée qui offre l'occasion de rappeler à la conscience collective l'obligation de s'assister les uns les autres. Le thème retenu pour cette édition est Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je vous propose le message du gouvernement à l'endroit des populations, délivré ici par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la femme et de l'enfant. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de cohésion sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007 à l'issue du sommet de Ouagadougou sur la résolution de la crise ivoirienne, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi 25 août la Journée nationale de la solidarité. Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, réaffirme le but de la politique de solidarité du chef de l'État. À travers la solidarité, l'État affirme sa présence attentive auprès des populations et fait ressortir dans le quotidien des familles, des ménages, des individus, les effets de la prise en charge et du traitement de certaines de leurs préoccupations sociales. Réduire les inégalités entre les citoyens, c'est en cela qu'ont consisté les actions de soutien entreprises ça et là à la demande des citoyens par le gouvernement. C'est dans ce sens que les familles sinistrées au cours des dernières pluies diluviennes à Abidjan, Fresco, San Pedro, Grand Laou ont reçu l'assistance de l'État. Une compassion exercée aussi en faveur des populations victimes d'insécurité à Bleu-le-Quin et Grabo dans l'ouest du pays. Aussi, au nom du gouvernement, voudrais-je vous exhorter, chers compatriotes, à être chacune et chacun d'entre vous des vecteurs de solidarité et de cohésion sociale dans votre sphère de référence. La couverture des besoins sociaux d'une frange importante de la population reste encore énorme malgré les efforts du gouvernement et des populations elles-mêmes. C'est pourquoi la ministre invite les citoyens à agir davantage pour la solidarité. Docteur Idrissa Cissé, le directeur de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, était l'invité du Dimanche Magazine hier à l'édition de 13h. Il a rappelé la date butoir des inscriptions dans cette université au titre de l'année académique 2013-2014. Et c'est le vendredi 29 août prochain qui est la date butoir à retenir. Suivez donc un extrait de son intervention. Nous avons 15 guichets disponibles à la scolarité. Si nous prenons 250 étudiants par jour par guichet, cela fait exactement 3750 étudiants inscrits journellement. De lundi au vendredi, cela fait 5 jours, multiplié par 5, c'est au-delà de notre espérance, de notre attente, cela fait 18 750 quand nous attendons au maximum 17 000. Cocody en a l'habitude, Cocody est sereine, Cocody attend les étudiants, c'est la seule difficulté, ils ne se présentent pas. Une inscription a bien un commencement et les inscriptions ont bien une fin. Et donc, quelle est la fin de ces inscriptions-là? C'est le vendredi 29 août 2014. Direction Yamoussoukro, où se tient une session de renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État à l'usage de l'outil informatique. Une session organisée par la SNDI, la Société nationale de développement informatique. Il s'agit de promouvoir l'usage des TIC dans tous les secteurs de l'administration. Reportage RTI Boaké. La réforme du secteur de la sécurité est un processus très important pour la Côte d'Ivoire. Cette réforme est la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et de développement. Après la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur sécuritaire RSS a été lancée. La présente rencontre de Yamoussoukro a en ligne de mire l'approche sécuritaire locale avec la création des conseils régionaux de sécurité. L'objectif de ce séminaire est d'aider les préfets à consolider le dispositif local de gouvernance de la sécurité. En mettant en place d'abord toute la synergie qui regroupe tous les acteurs locaux
allant des forces de sécurité à la société civile pour une prise en charge effective de la sécurité dans la localité. Ces travaux sur 2 jours ont permis aux participants de s'approprier la RSS. Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent en 2020. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que ce soit toutes les composantes de notre pays qui bougent. Et la sécurité aujourd'hui est un concept qui englobe tous les secteurs de développement de la société. La sécurité hier s'est résumée au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Mais aujourd'hui, en plus de ces 2 conceptions, il faut promouvoir la bonne gouvernance et prévenir les crises. Ce qui va amener à assurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le séminaire sur la réforme du secteur de la sécurité à Yamoussoukro a bénéficié de l'appui du PNUD et a vu la participation aux côtés du corps préfectoral, du COMNAT ALPC et de l'ONUCI. En République démocratique du Congo, jouer son rôle est un véritable casse-tête pour la presse. Et pour cause, les médias congolais sont dans le collimateur du pouvoir. Reportage. Ils réclament la libération de leurs collègues. Vendredi, devant le bureau du procureur de la République, ces journalistes ont exigé la remise en liberté de Mike Mukebai, l'éditeur du journal Congo News. Détenu depuis la veille, il est accusé de diffamation par un sénateur. Dans une série d'articles, Mukebai a dénoncé des liens supposés entre l'archevêché de Kinshasa et le pouvoir en place. Il a fait son travail, c'est un journaliste compétent, il s'est renseigné avant d'écrire cet article-là, donc Mike doit être libéré. Difficile de croire à une coïncidence. Le jour de l'arrestation de Mukebai, une 60aine de journaux ont été fermés par le ministre des Médias. Officiellement pour assainir la presse, car la plupart de ces journaux n'avaient pas d'autorisation de diffusion. Pour les journalistes, il s'agit d'une manœuvre politique. On comprend tout de suite que ça fait partie simplement d'une stratégie de musellement simplement de la presse au moment où les grands enjeux se profilent à l'horizon. Une autre question de curiosité, c'est de constater que tous ces journalistes à qui ces malheurs arrivent sont d'une seule tendance. La journaliste portée disparue travaille pour une télévision proche de l'opposition. Et pourquoi ça n'arrive pas aux journalistes qui travaillent dans les médias du pouvoir? La journaliste portée disparue, c'est elle, Titi Bolumbu, de Canal Kin Télévision. Mercredi soir, elle rentre chez elle lorsque des hommes en uniforme lui demandent une pièce d'identité. Elle leur présente sa carte de presse. Comme je n'avais pas de carte d'électeur, c'était encore plus suspect. Et que je n'avais que de carte de presse, c'était encore plus suspect pour eux. Alors ils m'ont embarqué dans cette Jeep-là, Land Rover, de couleur vert olive. Et à l'intérieur, il y a un des militaires qui m'a touché par le cou et il m'a fait baisser la tête pour que je ne voie plus rien. Retenue captive pendant 2 jours au siège de la garde républicaine selon elle. Relâchée vendredi matin, elle ignore toujours pourquoi elle a été arrêtée. Une information judiciaire va être ouverte pour tirer l'affaire au clair. Mike Mukebai, lui, est toujours captif et pourrait être transféré en prison. Une nouvelle manifestation de soutien est prévue lundi devant l'archevêché de Kinshasa. Et on reste en RDC, la République démocratique du Congo, qui est à son tour touchée par Ebola. Le gouvernement congolais a confirmé que les 2 premiers cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été identifiés dans la province de l'Équateur. Sur les 13 décès, 11 patients actuellement à l'isolement. Selon les autorités, le virus ne viendrait pas d'un pays voisin. Le dernier bilan fait état de 1427 morts dus à la maladie à virus Ebola. Le conflit israélo-palestinien s'intensifie. Un immeuble de 12 étages a été bombardé par l'armée israélienne. Bilan, 18 blessés, dont 10 enfants. Au 48e jour du conflit, Netanyahou entend poursuivre les opérations sur Gaza aussi longtemps que nécessaire. Un immeuble de 12 étages frappé en plein cœur de la ville de Gaza. L'État hébreu avait averti que les Gazaouis paieraient cher la mort d'un enfant israélien tué vendredi par un obus palestinien. De cet immeuble, il ne reste plus rien. Ses habitants avaient été appelés à évacuer 10 minutes avant l'attaque.
La frappe a tout de même fait 18 blessés, dont 10 enfants. Nous sommes sous le choc. La dernière chose à laquelle nous nous attendions, c'est que les Israéliens visent un immeuble résidentiel où vivent 5 à 600 personnes. Ils disent qu'ils visent la résistance, mais ici, il n'y a pas de résistance, il n'y a que des civils. Toute la journée de samedi, la bande de Gaza a été soumise à un pilonnage intensif, des explosions successives pulvérisant des immeubles et jetant dans les rues des civils affolés. Au total, 60 frappes qui ont fait 10 morts, dont 3 enfants et 4 femmes. De leur côté, les Palestiniens ont tiré 71 roquettes et obus de mortier sur Israël, qui a également essuyé des tirs de roquettes de Syrie et du Liban. Alors que se déroulaient dimanche les obsèques du petit garçon israélien victime d'un tir d'obus palestinien, le Premier ministre Netanyahou annonçait son intention de poursuivre les opérations autant que nécessaire. De fait, les frappes avaient repris dans la matinée. J'appelle tous les habitants de Gaza à évacuer immédiatement tous les lieux à partir desquels le Hamas mène ses activités terroristes. Tous ces endroits sont une cible pour nous. Nous avons prouvé ces derniers jours qu'il n'existe et qu'il n'existera aucune immunité pour ceux qui tirent sur des citoyens israéliens. Et cela vaut pour tous les secteurs et toutes les frontières. La veille, l'Égypte, qui recevait le président de l'autorité palestinienne, avait appelé les deux parties au cessez-le-feu et à reprendre les discussions. Depuis le 8 juillet, début de l'opération israélienne Bordure protectrice contre le Hamas, plus de 2100 Palestiniens ont été tués, 64 soldats et 4 civils israéliens ont perdu la vie. Intéressons-nous à présent à l'actualité en Libye, en Chine et en Ukraine. C'est le monde en bref et en images. Les miliciens islamistes ont accusé l'Égypte et les Émirats arabes unis d'être responsables des raids aériens qui ont frappé à 2 reprises leur position près de l'aéroport de la capitale libyenne. Malgré ces bombardements intensifs, les miliciens islamistes ont pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les autorités ne parviennent pas à contrôler des dizaines de milices qui font la loi dans le pays en l'absence d'une armée et d'une police structurée. 8 personnes ont été exécutées en Chine pour des attentats terroristes liés aux troubles affectant la région du Xinjiang et l'attentat suicide de la place Tiananmen à Pékin en octobre 2013. Ces sentences s'inscrivent dans une campagne de répression musclée contre l'extrémisme religieux. La région du Xinjiang, riche en ressources naturelles, est le berceau du peuple ouïghour, dont les tensions ethniques et politiques dégénèrent régulièrement avec le pouvoir chinois. L'Ukraine célébrait dimanche sa fête nationale avec une grande parade militaire à Kiev alors que des bombardements continuent de frapper le fief des rebelles. Des milliers d'Ukrainiens sont venus nombreux pour assister à la parade militaire, la première depuis 2009, avec drapeau et hymne national. À cette occasion, le président Porochenko a promis d'allouer 2,2 milliards d'euros pour rééquiper l'armée nationale engagée dans un conflit depuis plus de 4 mois. Le président a toutefois averti qu'il ne sacrifierait pas la souveraineté du pays pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Alerte rouge en Islande, le trafic aérien est interdit au-dessus du Bardarbunga, volcan en intense activité. Une éruption imminente n'est pas exclue. 300 personnes ont été évacuées de cette région touristique populaire au nord du volcan. Comme d'autres volcans islandais, le Bardarbunga est recouvert d'une épaisse couche de glace dont l'épaisseur varie de 150 à 400 mètres. Le Bardarbunga, dont l'altitude est située à 2000 mètres, est entré en activité le 16 août. Les sismologues ont enregistré une secousse tellurique d'une magnitude de 4,5 dans le secteur. En 2010, l'éruption d'un volcan islandais au nom imprononçable avait provoqué la plus grande fermeture de l'espace aérien décrétée en Europe en temps de paix. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du conflit. Le conflit, c'est le titre de l'œuvre de l'écrivain Eyimark Beira, une œuvre dans laquelle l'auteur, 7 enseignants de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, met en exergue les conflits fonciers et les conflits de génération, mais aussi la mauvaise gestion du pouvoir royal. Le conflit vise donc à sensibiliser les lecteurs à soutenir jusqu'au bout ce qu'ils croient juste. Koné Pargasoro a assisté à la dédicace. La littérature est l'usage esthétique de l'écriture et de la parole. C'est le moyen par lequel l'écrivain communique avec le reste du monde. Elle comprend plusieurs genres, dont le roman. C'est dans cette optique
que s'inscrit l'œuvre romanesque Le conflit de l'écrivain Eyimark Beira. L'auteur de cette œuvre de 214 pages relate l'histoire d'un jeune roi de 26 ans confronté à des conflits avec son peuple, à qui il décide d'imposer une nouvelle vision de la royauté, mais aussi des réformes qui seront d'ailleurs mal perçues par certains habitants du royaume. C'est l'histoire d'un jeune roi intellectuel qui, après son intronisation, a décidé d'engager des réformes. Et en raison des résistances de la part de certaines personnes qui ne voyaient pas d'un bon œil ces réformes-là, il a été confronté à beaucoup de problèmes qu'il a tenté de résoudre. Les réformes que veut imposer le jeune roi Bafé, héros du roman Le Conflit, à son peuple contre son gré, ne trouvent pas l'adhésion de certains participants présents à la dédicace de l'œuvre. Quelqu'un qui vient d'Europe à 26 ans et il veut donc changer la société traditionnelle avec sa vision occidentale, mais normalement, ça ne peut que créer des conflits. Nous vivons aujourd'hui dans un monde un peu qu'on appelle mondialisé. Et je pense qu'une culture doit être dynamique. Tant que vous n'êtes pas dynamique, vous êtes sujet à vous faire manipuler par les autres cultures. Une dédicace qui a vu la présence d'éminents écrivains, dont Bernard Dadi, parrain de cette cérémonie. Avocat et enseignant de droit, Eyimark Beira, qui est à sa deuxième expérience littéraire, est marié et père de 2 enfants. Le reportage de Parga Sorokone a été commenté pour vous par Abou Sanogo. Les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire et de la sous-région se sont retrouvés à San Pedro pour le Festival des arts et de la culture islamique, la FENACI, une initiative de l'Association des jeunesses musulmanes de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de l'islam tout en inculquant les valeurs religieuses aux jeunes pour le développement du continent africain. C'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. Et des 5 pour le Festival national des arts et de la culture islamique, FENACI, une initiative pour permettre à la jeunesse musulmane de se réjouir et se distraire de manière saine d'une part, et de connaître et partager les cultures des différents peuples africains d'autre part. Cette année, le festival a réuni 500 participants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. Chacun a démontré ses performances dans les arts, la culture et le sport pendant 4 jours. À travers toutes ces initiatives, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMCI, principale organisatrice du festival, veut inculquer les valeurs islamiques et de paix à la jeunesse africaine. Des valeurs qui seront les piliers du développement socio-économique du continent africain en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Le thème de cette édition 2014 du FENACI, édification d'une communauté saine, quels apports du sport, de la culture et des loisirs. Le président national de l'AJMCI, Mahmoud Souaré, a saisi le cadre du Festival national des arts et de la culture islamique pour exhorter ses frères et sœurs à renforcer davantage la foi religieuse tout en maintenant la flamme islamique allumée pour la promotion de la religion musulmane. Fin de ce journal, très bonne journée sur RTI 1.